Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix des USA. Un Grand Prix qui a été intéressant, on va dire. Hem, du drama encore, du drama, de la FIA, un peu tout ça, on va en parler. Bien entendu, on va en parler. Je trouvais que on s'était dit: «Vas-y, Japon et tout». Ils ont mis le paquet. On en a eu des conneries. On est tranquille. Spoiler, pas du tout. Alors, on va déjà commencer par le commencement puisque avant le Grand Prix, enfin avant on va dire les 2 jours importants, samedi, dimanche, on a eu le droit à quelques news de la part de Yost Capito notamment, hem, sur, l'avenir de Williams et surtout du 2e pilote on le connaissait jusque-là toujours pas, pour venir épauler, Alex, Albon, et ce sera, selon toute vraisemblance, on l'espère pour lui, Hem, Logan Sargent, l'américain, qui, aura le baquet. S'il obtient suffisamment de points de super licence à l'issue de sa saison de F2, il aura besoin d'une P6 ou une P7 je crois, au championnat pour avoir le nombre de points nécessaires, sachant qu'il en a déjà acquis dans les saisons précédentes qu'il a fait en catégorie junior. Donc on apprend aussi, ça c'est une petite info, je l'ai pas vu passer partout. Je sais pas à quel point elle est vraie, enfin c'est une rumeur donc déjà on part du principe que c'est une rumeur, donc c'est pas vrai forcément. Mais je sais pas à quel point, elle pèse dans le game des infos puisque, j'ai vu passer ça, une potentielle arrivée de Porsche avec Williams. C'est le journal, Ziggo Sport, je crois, le journal, néerlandais, qui décrit un petit peu le deal qui serait dans les mêmes conditions que celui qui était prévu avec Red Bull, de base. Donc c'est-à-dire une motorisation à partir de 2026 et un rachat de 50 de l'équipe. Alors, Williams sont pas trop dans la même vibe, que Red Bull, donc ils seraient plus enclins à laisser 50 de l'équipe, à Porsche. Alors j'ai pas tout compris, hein, puisqu'il y a quelques semaines, on annonçait que la date limite était dépassée, pour s'inscrire en tant que motoriste en 2026 et seul Audi s'était inscrite dans les nouveaux motoristes. Donc on verra comment ça évolue. Bien entendu, comme j'ai dit, il faut bien garder en tête que c'est des rumeurs. Sinon, vendredi, il y avait quelques nouveaux sur la piste, puisqu'on a eu le droit à un paquet de rookies en FP1. On avait Alex Palou, venu tout droit de l'IndyCar, qui roulait pour McLaren. Robert Schwarzman était au volant de la monoplace de Leclerc. Il y avait Giovinazzi, qui est pas vraiment rookie, mais avec les règles un peu souples, ça passe, qui était dans le baquet de Kevin Magnussen. Et Logan Sargent, bien sûr, qui était dans le baquet de la Williams, sans oublier Théo Pourchaire, notre petit Français qui faisait ses débuts en séance officielle dans le baquet de, Valtteri Bottas. Séance qui s'est globalement bien passée pour lui, sans erreur, comme pour les autres, sauf pour notre, notre bon vieux Antonio, qui s'est planté contre une Tech Pro, mais alors, violent, et qui a réussi à sortir après des dizaines de minutes, j'exagère vraiment, mais des minutes en tout cas, à vraiment lutter pour sortir. Ça a cramé un embrayage direct, séance terminée, ciao! Dommage pour Antonio. Alors lui, il a dit que ça n'impactait, selon lui, pas du tout un possible retour en F1, heu et sa cote. Je suis pas peut-être du même avis. Alors bon, je pense pas qu'il avait de grandes chances de revenir de toute façon, à court terme, mais c'est pas une bonne impression de fou, hein. Je suis désolé mon ref, mais compliqué, hein, quand même. Bref, on passe, direct à la suite. Petite qualif, assez surprenante. Je sais pas où le cacher. En tant que fan Ferrari, j'étais assez surpris de voir une première ligne 100 Scuderia Ferrari. Alors, il y avait des pénalités et cetera et puis de toute façon, quand Ferrari est en pole cette année, on n'est pas content, on est juste en mode: «Bon, OK, on verra comment on perdra demain». En tout cas, très belle qualif de Sainz qui s'était plaint en plus, au début du week-end en disant: «Oui, les gens ils me considèrent pas comme un top pilote». Alors oui mon ref, c'est parce que tu n'as pas le niveau d'un top pilote, enfin tu prends 50 points au championnat par rapport à Leclerc, tu fais quand même un paquet d'erreurs, on va en reparler dans la course. Il a pas fait d'erreur selon moi, mais c'est quand même son 6e abandon, voilà pour spoiler un peu. Ça fait mal et je trouve qu'il ça pleurniche un peu en ce moment dans les médias pour Carlos. C'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir, voilà, c'est mon avis. En tout cas, il a prouvé que, bah, derrière, tout ça, il y avait quand même, de la perfo puisque samedi, il met la voiture en pole. Pas de beaucoup, mais il est quand même devant Leclerc. Donc il prend la pole devant Leclerc qui confie, hein, qu'il avait pas fait un super, 2e tour, de Q3. Mais c'est surtout que les 2 Ferrari montrent encore, bah, comme je disais, un gros rythme de qualif, en devançant les 2 Red Bull. On
on attendait juste de savoir comment ils allaient perdre en fait et ça a pris très, très peu de temps. Alors, quand on descend un peu le classement de ces qualifs, on découvre, une bonne perf quand même, enfin globalement des bonnes perfs, de Norris, Alonso et Stroll, qui arrivent quand même, tous les 3 à faire un petit carton plein quoi, ça se met en Q3 tranquillement, top 10. Hem, Surtout Stroll en fait, c'est surtout Stroll qui m'a bien surpris. Alors, il m'a surpris différemment, le lendemain, mais en tout cas samedi, tout allait bien. Surtout que la comparaison fait mal, par rapport à leurs équipiers, puisque Ocon et Ricardo c'était chaud. Alors Vettel lui, bon 12e, il remonte en plus à la P10 avec les pénalités. Résultat de qualif, c'est 12e. C'est pas dégueu, bon il n'arrive pas à rentrer en Q3, dommage. Mais alors Ricardo et Ocon, ils étaient garés les frérots. Ocon, j'ai pas compris, parce que le dimanche ça marchait pas non plus, et je sais pas pourquoi. Lui-même, il avait pas l'air de comprendre. C'était la même voiture qu'au Japon. Au Japon, ça marche du feu de Dieu, le mec est une fusée. Et là, il était en mode, ouais, il était garé le frérot. Ricardo, bon bah, je on va peut-être parler de Ricardo si j'y pense, à la fin du podcast, ça va être marrant. Ricardo, j'ai plus rien à dire, enfin, on est même pas surpris. C'est, comme il le disait lui-même en interview, on a il se dit toujours qu'il est au fond et en fait, le Grand Prix d'après, c'est pire. Donc j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Au début, on s'était dit: «Maintenant qu'il sait que ça re-signe pas l'année prochaine chez McLaren, ça va peut-être le libérer d'un poids, il va devenir, prime, Ricardo». Pas du tout, pas du tout. Ça marche pas du tout, c'est terrible. C'est dommage, ça fait un peu de la peine de voir ça parce que bon, bah, voilà, si on regarde la F1 depuis un petit moment, au moins depuis, 2013-14, on sait que c'est quand même un bon pilote. 2012, sa première saison complète en F1, début en 2011 je crois, chez HRT à Silverstone, enfin bref. Ça fait un moment qu'il est là et il a quand même toujours performé et puis ces dernières années, c'est vrai que c'est terrible et surtout cette année, ça fait mal. En tout cas, là encore une fois, 17e, gros coup dur. Surtout quand Norris, finit 8e quoi. Enfin je veux dire, il y a une différence de position qui est importante et de chrono aussi, il y a plus d'une demi-seconde, enfin il y a 6 dixièmes quoi. Et 6-7 dixièmes, ça fait mal, ça fait mal, clairement. Donc au final, Leclerc et Pérez, même s'ils finissent, respectivement 2e et 4e des qualifs, ils s'élancent, 12e et 9e. Et Ocon, quant à lui, bah, il est parti des stands puisqu'il a décidé de changer pas mal d'éléments moteurs je crois et de sortir de briser la règle du parc fermé pardon. Donc ça partait sur, un départ voie des stands. Alors, nous avons fait une petite intro, voilà, petite intro, petite news, vendredi, qualif et cetera. On donne nos petits avis. La qualif, encore une fois, je trouve que cette année, les qualifs sont plutôt excitantes. Enfin, en règle générale, les qualifs en F1, c'est quand même toujours un moment qui est assez excitant. Moi, j'aime bien. Hem, ça se bataille quand même pas mal. Ça permet aussi de voir des batailles pour la P1 parce que bon, le dimanche, voilà, hein, depuis quelques grands prix maintenant, depuis pas mal de grands prix, il y a plus vraiment bataille devant. Mais le samedi, il y a encore bataille et c'est cool. C'est serré, un peu partout. Le midfield et cetera, c'est cool. Moi, j'aime bien les qualifs. Mais on en a fini avec les qualifs puisqu'on va passer à la course. Alors, je sais pas comment je fais, je sais pas si je descends, l'ordre. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être juste prendre le classement et react sur sur tout le classement. Verstappen, on va parler Verstappen-Hamilton, parce que ça a été un petit peu la non, non, je reviens en arrière. Oh, vous oubliez ce que je viens de dire. Hem, on va parler un petit peu du départ, déjà, avant de commencer à parler classement. Alors, bon, notre, Verstappen national, vainqueur du Grand Prix, fait un départ de fou, clairement. Il est très, très bien parti, surtout en comparaison alors, je vous avoue un truc, je sais pas si je suis psychopathe, mais en live, j'ai cru que Verstappen avait jump le départ. Genre vraiment, j'ai trouvé la réaction, mais enfin le temps de réaction, mais c'est digne d'un robot. Et en fait, avec les replays, quand je voyais tous les autres partir, en fait, c'est juste que Sainz s'était arrêté. C'est juste qu'en comparaison, je me suis dit: «Mais il a volé le départ, c'est pas possible». Enfin, j'avais l'impression qu'il avait anticipé le départ et pas du tout. C'est juste que, bah, c'est juste que, voilà Carlos quoi. Voilà, voilà Carlos. Hem, donc Sainz prend un départ, assez catastrophique. Se retrouve très rapidement, 2e, clairement. Enfin en quelques mètres, c'est ciao.
et tente de décroiser à la corde, enfin au premier point de corde, au premier virage, Max Verstappen. Sauf que, il y a un frérot derrière, et là je suis désolé, ça va tirer à balles réelles. Il y a un frérot derrière qui s'appelle George Russell, qui n'en a absolument mais rien à foutre de la vie, et qui décide de dive bomb tel F1 22, frère. Alors je suis désolé, mais tous les fans de Russell ou de Mercedes, c'est ce que vous voulez, ou les gens diront mais c'est parce que t'aimes bien Ferrari, mais frérot, je suis désolé, mais il n'y a pas de... Il y a rien. Alors, Sainz décroise, ok. Donc il revient sur la trage, enfin il revient vers l'inté. Certes, mais Russell, comme Hamilton, ils savent très bien ce qu'il va faire. Verstappen a pris une trage super large, ils savent très bien que Carlos, il va essayer de décroiser. Enfin, ça paraît... C'est le seul move possible actuel, enfin à ce moment-là, pour de défense pour Carlos. Donc, si tu n'es pas trop con, et je pense que George Russell ne l'est pas, tu le sais qu'il va faire ça. Mais le problème n'est pas là pour Russell. Il n'a pas eu le temps d'analyser cette situation, puisqu'il arrive à Mach 12 dans le virage, roue bloquée, il chope la corde, on ne sait pas comment, sauf qu'après ça tire tout droit. Et je suis désolé, mais sans Carlos, Russell ne prend pas ce virage. Clairement, c'est auto-tamponneuse, il a tapé dans Carlos pour prendre le virage. Sans Sainz, Russell ne prenait pas ce virage, c'est impossible. J'ai re-regardé les replays avant de faire ce podcast, j'en suis sûr, c'est mon avis, peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, il ne passe pas le premier virage. Donc, classique réaction de George Russell depuis quelques courses, même quand il se rabat sur Mick Schumacher à Singapour, même genre de délire. Ah bah il m'a tourné dessus. Non mon ref, hein, vraiment, t'es vraiment arrivé à 350 dans le virage. Alors, après la course, il a revu les actions, etc. Il s'est excusé, il est allé dans le stand dans l'hospitalité Ferrari, etc. Il s'est excusé en interview. Parfait. Il est quand même bon sportif, on va dire, enfin bon joueur. Et il accepte, enfin il a bien vu, je pense, que c'était un peu de sa faute, quoi. Donc c'est carré à partir de ce moment-là. Il n'y a pas de problème, on oublie. Il prend 5 secondes de pénalité. Mérité. Je pense pas beaucoup plus. Alors après, ce qui est difficile à juger là, c'est que il détruit la course de Sainz quand même. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu tendancieux. Enfin, tu te dis, ouais, il a quand même fait abandonner Sainz parce que Sainz, pour le coup, on le verra plus tard dans la course, il y a des voitures qui sont d'une résistance incroyable. La Ferrari, non. Enfin, après, ça a tapé tellement fort. En vrai, ça a tapé fort quand même sur les sidepods. Fuite hydraulique. C'était terminé pour Carlos. Il a essayé de faire un tour de... Enfin, il a juste fait un tour, il est rentré, quoi. Juste assez. Donc, dommage pour lui. Pour moi, il n'est pas fautif. Même si... Enfin, pour moi, c'est juste un fait de course, le fait qu'il revienne sur le truc. Par contre, le fait que Russell arrive à 200 dans le virage, ça, c'est juste trop optimiste. Clairement, il voulait faire, je sais pas, l'inté à Hamilton, j'en sais rien, mais je sais pas ce qu'il voulait faire, gros, mais c'était... Et en plus, c'était dommage, parce que... Enfin, c'est dommage, parce que il pénalise sa course aussi, puisqu'il va casser son aileron à ce moment-là, et il va avoir un flap qui tire un peu la gueule pendant toute la course, ce qui va pas mal le ralentir, donc dommage, surtout qu'en fin de relais, il va chercher le meilleur temps, je crois qu'il l'a eu, je ne sais plus, j'ai pas regardé qui avait le meilleur temps. En tout cas, il s'est arrêté à la fin pour aller chercher le meilleur temps, parce qu'il avait juste pas le rythme, il a été un peu menaçant sur Pérez à un moment, mais après on le verra, la Red Bull a quand même eu un de ses rythmes sacrément énervé, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Derrière, le départ se passe bien pour Verstappen, il s'envole, etc. Si on reprend un peu au classement, parce que là on a parlé du gros fait de course, Verstappen-Hamilton, très très belle bataille entre les deux, même si je suis désolé pour les fans d'Hamilton, il n'y avait aucune chance. Vraiment, alors, à Canal, ils ont essayé de monter la sauce et tout. Grosjean, il était en train de parier, ouais, non, c'est pour Hamilton et tout. Frérot, je sais que vous faites ça pour que les gens ils quittent pas ils zappent pas, mais il y avait aucune chance. C'est vraiment, déjà. Alors très belle stratégie d'Hamilton qui profite de la safety car, etc. Enfin, juste après la safety car qui undercut Verstappen. Déjà, quand je l'ai vu mettre les durs, alors c'est tout ce qui lui restait, donc il ne pouvait pas faire autrement, mais il lui restait plus qu'un train de hard et plus de médium. Donc je me suis dit, là frérot, ça va être chaud. Surtout que Verstappen met les médiums, tout comme Leclerc, donc je me dis, déjà à ce moment-là, il a de la chance que la Ferrari tienne pas ses pneus, sinon ça finit troisième. Sinon,
en début de relais, ça se tient, et je me dis: «Merde, oh le con!» Déjà, il y a Leclerc qui lui a fait gagner un peu de temps parce qu'il a retenu, Verstappen, puisque Verstappen, on va en parler, a eu une très pour une enfin, c'est pas la première fois, mais c'est très, très rare que ça arrive quand même. Il a eu un problème, à l'arrêt au stand. Alors à l'avant gauche, vous avez normalement 2 pistolets par roue, par équipe de 3 en gros qui gèrent la roue. Le premier que le mécano, chargé de desserrer et de resserrer a dans les mains, et le deuxième en secours si jamais ça marche pas. Le premier a pas marché 2 fois, parce que sur Pérez ça a foiré aussi. Je sais pas, il a eu du mal à desserrer, il a pas réussi à resserrer, et il a dû prendre le pistolet de secours, donc arrêt catastrophique, je crois 16 secondes, enfin c'est un arrêt de fou, enfin c'était plus de 10 secondes. Hem, Leclerc le passe, alors que Leclerc était bien derrière de base. Il le repasse dans les stands en s'arrêtant en même temps. Hamilton sort largement devant du coup, parce que c'était pas gagné, hein. L'undercut d'Hamilton n'était pas gagné parce qu'en dur, c'est très compliqué, on le sait. De base, d'un point de vue stratégique, faire un undercut en pneu dur, c'est très compliqué parce qu'ils mettent longtemps à chauffer, et ils sont pas forcément très efficaces sur le premier tour de sortie. Là où des médiums ou des softs, rentrent quand même beaucoup plus facilement dans une bonne fenêtre de température et de fonctionnement, et du coup rendre l'undercut beaucoup plus efficace. Là, c'était compliqué, à faire, mais grâce à l'erreur de Red Bull, c'était carré. J'en profite pour tirer une petite balle sur, Verstappen. Course incroyable, hein, y a pas de problème, très bonne perf. Mais mon frérot, quand tu as la saison que tu as eue, avec la réussite que tu as eue au stand grâce à ton équipe qui sont des boss clairement, en stratégie, en gestion de course, en arrêt au stand, ils font quasiment jamais d'erreur. Ils t'ont fait que des masterclass toute l'année. Ils te foirent un arrêt, tu as déjà gagné le titre, tu vas clairement gagner le titre constructeur parce que, tu sais qu'il y a Sainz qui est derrière, qui est dehors, et il faudrait que Leclerc il marque, il soit en victoire et que vous 2 vous soyez abandon pour, gagner presque. Donc tu sais que tu as le titre constructeur aussi en poche, ou que tu l'auras de toute façon avant la fin de l'année. Heu, Tu peux avoir un poil plus de respect quand même d'insulter toute ton équipe parce que c'était de la bonne insulte bien vénère. En plus avec du second degré très, enfin du second degré, enfin du oui c'est du second degré, oui c'est ça. Hem, Vraiment du second degré de connard quoi, genre, il était là en mode lovely, tu vois? Genre, fucking lovely, tu vois? Bon frérot, calme-toi, ils t'ont enfin moi j'ai trouvé ça, j'étais un peu vénère, je me suis dit quand même un petit peu de respect pour ton équipe qui t'a carry, alors il a fait des dingueries, hein, on est d'accord, mais ils ont quand même fait que de la masterclass toute l'année, enfin que des masterclass toute l'année. Tu peux tu peux accepter une erreur de temps en temps, hein, quand même. C'est pas très, très grave. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Très bonne perf sinon. Belle bataille avec Hamilton. Leclerc a fait une belle remontée. Pour moi, il fait une bonne course. Leclerc, parti 12e, il finit 3e. C'est une bonne course. Il pouvait pas espérer mieux, clairement. Peut-être aller choper Hamilton, mais il aurait fallu plus de rythme, enfin moins de dégradation. Même tenir, il aurait pu tenir Verstappen s'il dégradait pas. Il y a une petite différence de rythme en course quand même, mais surtout la Ferrari, et on le voit particulièrement depuis pas mal de grands prix, ça bouffe les pneus. Mais alors, cette voiture, mais c'est une dévoreuse de pneumatiques. En qualif, ça marche, parce qu'en plus, ça monte dans la fenêtre plus rapidement, c'est plus facile, enfin, c'est plus rapidement exploitable. Mais en course, bah, c'est pas possible, ça marche pas du tout. Ça bouffe les pneus en 2-2. Et enfin, là, on l'a bien vu, Leclerc a tenu, Verstappen, 3-4 tours, enfin quelques tours, et puis après c'était ciao. Après il l'a pas tenu, Verstappen, et il remontait un tout petit peu, je crois qu'à la fin, il remontait sur Hamilton, parce qu'Hamilton a dans les derniers tours, parce que Hamilton, une fois qu'il s'est fait doubler, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé, je vais en parler. Hamilton, une fois qu'il s'est fait doubler, a tenu Verstappen pendant quelques tours, j'étais assez surpris, je pensais qu'il allait se faire larguer direct. Il a quand même tenu pendant quelques tours, et au bout d'un moment il a lâché, et là quand il a lâché, il a vraiment lâché, et c'est pour ça que Leclerc remontait dessus, mais sinon Leclerc, Ferrari, c'est pas possible. C'est pour ça que impossible que Sainz, même si Sainz passait le premier virage, ça ne pouvait pas gagner, clairement. Ou alors il aurait fallu des faits de course vraiment importants. Mais la Ferrari est incapable de gagner une course, c'est pas possible. Ils peuvent pas gagner de Grand Prix dans cette situation-là. Sans parler des erreurs de l'équipe, de ce que tu veux, la voiture est pas capable de gagner des courses. Elle bouffe ses pneus, c'est une dinguerie. Enfin, c'est impossible qu'ils finissent un Grand Prix. Ou alors il faut qu'ils fassent des stratégies à 6 arrêts comme ils faisaient à l'époque à Manicourt avec Schumacher, quoi. Sinon là, c'est pas possible. Je voulais parler de Hamilton, juste pour finir, là-dessus sur le top 3.
Hamilton qui a encore prouvé, pour moi, alors avis controversé, qu'il ne sait pas se battre. C'est une dinguerie. Il a pas défendu. Il a défendu à moitié. Il est venu freiner milieu de piste. Alors, je conçois que Verstappen arrivait de très loin et je pense que Hamilton au début ne pensait pas que Verstappen irait se jeter à l'inté. Très bien emmené par Verstappen d'ailleurs. Mais avec une différence aussi pneumatique et même de perfo voiture tout simplement importante. Mais Hamilton, je suis désolé, encore très frileux sur la défense. Et on l'a vu toute l'année dernière, et même jusqu'à Abu Dhabi. Certes, il avait plus de pneus, ce que tu veux, il a pas défendu l'inté. Et là, c'est pareil, il défend pas l'inté, c'est une dinguerie. Ce mec ne veut pas défendre. Moi, ça me frustre. Je suis désolé, je vois ça, je me dis, mais frérot, défends. Genre, sois agressif. T'as perdu un titre comme ça, par ton manque d'agressivité. Parce que, genre, enfin, je sais pas si, on va pas dire s'il a perdu le titre là-dessus, mais pour moi, à Abu Dhabi, ça passait quand même, parce qu'avec la diff de pneus, à mon avis, dans la ligne droite, rien que sur la traction, ça se faisait bouffer. Mais quand même, il y a sur d'autres courses l'année dernière, on l'a vu, Hamilton est trop frileux dans sa défense. Alors je sais pas si c'est l'habitude d'avoir été tout le temps devant et de pas avoir beaucoup à défendre depuis qu'il a pu Rosberg en coéquipier. Mais Hamilton, en défense, alors c'est cool, hein, tu peux te battre avec, vous allez pas vous rentrer dedans, mais putain, il défend pas, quoi. Enfin, moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais moi, ça m'a un peu frustré de voir ça, parce que je me suis dit, putain, comme l'année dernière, il défend pas sur Verstappen, et Verstappen, lui, il se fait pas prier, hein, déjà que si tu défends, il te passe quand même, mais alors si en plus tu laisses la porte ouverte, alors, je conçois, comme j'ai dit, qu'il arrivait de loin, donc ça pouvait être surprenant, mais quand même, moi, Hamilton, il m'a un petit peu déçu. Alors, tranquille, hein, il fait quand même une super course, il y a pas de problème, il a du rythme et tout, mais sur la défense, encore un petit peu frileux, le Lewis. Je conclus finalement sur le top 3. On va parler, je pense qu'on va direct parler, parce que après, c'est pas très intéressant, je suis en train de regarder le classement, c'est pas... voilà, Perez et Russell, Russell, comme j'ai dit, c'était compliqué, après, bout d'aileron, Perez aussi a eu un bout d'aileron qui se baladait, puisqu'il a fait... il a fait un gros contact avec... je sais plus du tout avec qui, en début de course. J'ai peur de dire... Je vais rien dire, parce que je vais sûrement dire une connerie, j'en ai aucune idée, je saurais pas du tout le dire. En tout cas, contact en début de course, bien préparé, hein, ce podcast, vous remarquez. Contact en début de course, qui lui casse aussi un petit peu son end plate. Donc le end plate, c'est le bout de l'aileron, vraiment le plan vertical de l'aileron avant, qui est tout au bout, pour ceux qui voient pas. Et qui l'a cassé aussi, un peu comme Russell. Ça l'a handicapé vachement pendant la course. On va revenir sur ces deux. Sur ces deux-là, on va revenir aussi. Enfin, on va parler aussi de Verstappen tout à l'heure, mais pour sa voiture en particulier. Quand on va parler, et on va commencer tout de suite, par l'incident. Quoique, on pourrait parler de Vettel avant, non, on en parlera après, vous savez quoi, on va parler du plat de résistance, quoi. Le bon plat de résistance. Alors je crois qu'il y a Bottas qui s'est flingué, c'est lui qui fait la première safety car, je crois, en se foutant au bac. J'avoue qu'à ce moment-là, je m'étais endormi, hein, j'ai vu les replays, mais j'avoue qu'à ce moment-là, je m'étais endormi. Jusque-là, la course, on va pas se le cacher, c'était une belle bouse, hein. On se faisait chier, mais alors quoi, quelque chose de correct. Merci Valtteri, il se met dans le bac, première safety car. Relance de safety car, tout se passe plutôt bien. Alors Leclerc à ce moment-là, à cette première safety car, profite beaucoup, puisqu'il s'arrête pour mettre les durs. Donc ça lui fait un petit arrêt gratuit, enfin pas gratuit, mais petit arrêt pas mal quand même. Donc bonne strat de Ferrari, là ça s'est calé. Alors, de la réussite, mais je le souligne. Et donc à la relance de cette safety car, on a le paquet qui est un petit peu serré, et on a un jeune espagnol fou, un jeune, vous remarquerez le second degré sur cette phrase, qui est en folie, frérot. Genre vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et qui remonte le field à toute vitesse, j'ai envie de dire. Il se retrouve derrière un certain Lance Stroll. Alors, Lance Stroll, mon frérot, tu vas prendre cher, mais je suis désolé, mais je vais t'assassiner. C'est quoi, j'attends
avec impatience cet enregistrement depuis le début, depuis la course, pour t'assassiner. Je suis désolé. Alors, il y a aussi la FIA qui doit en prendre pas mal, parce que pour ce qui s'est passé après, mais aussi sur cet incident-là en particulier, Stroll a fait une dinguerie. Et ce qui m'a énervé, à Canal, tout le monde était en mode oui, c'est vrai qu'il se décale, il y a un petit mouvement, mais bon, Romain, j'adore Romain aux commentaires, j'adore Julien Febvre aux commentaires, mais là, s'il y avait eu Jacques Villeneuve, Stroll, il était pendu en place publique. Il prenait mes tarifs, le frérot. Il a vraiment de la chance qu'il n'y ait pas eu Jacques aux commentaires. Mais j'ai trouvé Julien et Romain beaucoup trop gentils en fait. Enfin, Romain qui dit ah ouais, mais Alonso. Et je l'ai vu ça dans beaucoup de gens ont réagi comme ça, en disant ouais, mais Alonso, il se décale au dernier moment. Non, mais les gars, vous avez compris, le principe d'un dépassement, c'est d'aller chercher la spie jusqu'au dernier moment, et que tous les pilotes, depuis les premières voitures qui génèrent de la traînée à peu près, et qu'on a le phénomène d'aspiration, tout le monde fait ça en fait, les gars. Genre vraiment, tout le monde se décale au dernier moment. C'est le principe même. Sauf que ce qu'on te dit sur le règlement, c'est que tu n'as pas le droit de zigzaguer ni en ligne droite, et encore moins dans la zone de freinage. Mais tu n'as pas le droit non plus en ligne droite. Normalement, le coup du dragon à Pierre Gasly ou à Simon Pagenaud, c'est pas autorisé techniquement. On l'autorise parce que quand c'est de très loin, quand il y a encore 3, 4, 5, 6 voitures d'écart entre les deux, c'est safe de faire ça. Ça permet juste de casser l'aspiration. Le but, c'est pas de défendre en déplaçant sa voiture pour bloquer une trajectoire. Le but, c'est de casser l'aspiration. Quand la voiture de derrière est à 5 cm dans tes fesses, tu casses plus l'aspiration, c'est fini. Il fallait la casser avant, mon frérot. Là, il n'y a plus rien à casser, à part la voiture du gars de derrière. Stroll se décale. On est à quoi? On est à 330, 340 330, je pense. On est en bout de ligne droite, on est DRS ouvert, on est à l'aspi, ça carbure. Le frérot se décale. Enfin, on n'est pas en bout de ligne droite, en vrai, j'exagère. On est bien avancé dans la ligne droite, mais on n'est pas en bout de ligne droite. Mais on est déjà bien rapide. Le frérot se décale. Au dernier moment, quand Alonso dépasse. Bien entendu, Alonso, il se fait satelliser. Il part en wheeling sur 100 mètres, tape la barrière, revient sur la piste, a juste un aileron de cassé. Et un rétro. C'est important le rétro, on va en reparler. Mais l'Alpine est faite en béton armé. Je vous jure, je n'ai pas compris. Sur le moment, je me suis dit, mais attends, mais la voiture elle est défoncée. Alors, la voiture de Stroll, c'était fini. Stroll en interview qui dit je sais pas, machin. Il s'en bat les couilles. Frérot, vraiment, je suis désolé Stroll, mais en interview, t'as envie de le claquer. Il était aussi excité que Tim Cook à l'arrivée avec le drapeau à damier. Tim Cook à l'arrivée avec le drapeau à damier, je suis désolé, mais c'est un beau moment de télévision hein, quand même. Hein, c'est sacrée image de la F1. Donc le Stroll qui se décale, c'est un move d'une dangerosité. Pour moi, je partage peut-être pas mon avis avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi quand même. Hein. De ce que j'ai vu sur internet, je partage quand même mon avis avec pas mal de gens. Le mec fait un move tellement dangereux, mais tellement dangereux. La voiture s'envole, Alonso s'y tape 5-6 mètres avant, même pas, quelques mètres avant. Il y a le début du rail. Le frérot, mais il s'empale. Genre, ça peut être très très grave. Là, il repart et le gars finit même la course. Donc c'est incroyable. Mais quelques mètres avant, le mec, il serait pas bien. Franchement, je sais pas si ça. Si il y passe ou pas, mais honnêtement, il aurait pas été bien du tout. Donc, aujourd'hui, il y a un sérieux, et c'est là que je viens sur la FIA, une première fois, vous inquiétez pas, ça, c'est pas la dernière. Mais pour moi, là, il y a un premier truc de la FIA. Il y a un laxisme sur les déplacements, et ce depuis Verstappen, sur les mouvements en ligne droite. Alors, sur les zones de frein, depuis justement Verstappen, ça c'est un peu. On a essayé de réglementer un peu le truc, on met des pénalités, de temps en temps, pas tout le temps, parce que on va pas quand même commencer à être consistant. On est quand même la FIA, faut bien qu'on le fasse de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais là, je trouve, c'est la preuve qu'on a laissé les pilotes impunis pendant des années à se déplacer et à bouger au dernier moment en ligne droite sur les zones de frein, même à l'axel, même en début de ligne droite. Tu bouges, si la bagnole est collée derrière toi, tu peux pas te permettre de bouger comme ça.
Hem et c'est ce laxisme-là qui conduit aujourd'hui à des situations comme on a vu, dimanche, qui sont ultra dangereuses et Stroll n'a rien eu. Stroll n'a rien eu. Mais moi je m'en bats les couilles qu'il ait abandonné. Tu lui fous une mais pour moi il prend 5 places ou 10 places sur le prochain Grand Prix. Mais direct, en fait. Je ne comprends pas et donc encore une fois, on continue dans le laxisme face à ces actions-là et un jour, ça va très, très mal se terminer. Je suis désolé, un jour, ça va très mal finir. Là, typiquement, à quelques mètres, c'était dramatique et Stroll, il est en interview, il s'en bat les couilles. Il dit: «Ah oui, bah, Alonso, il était proche quand même, il s'est décalé au dernier moment». Mais ferme ta gueule, mais pardon, mais je je suis désolé, je ne comprends pas comment la FIA peut se dire: «Bof, ouais, ça va». Par contre, attention, hein, si tu as un rétro, qui dépasse, bref. Hem, on va finir tout l'épisode sur Alonso, Alpine et puis, comme ça, voilà. De ce moment-là, Alonso donc abîme son rétro droite. Son rétro de droite est, abîmé, tremble dans tous les sens. Je pense que dès ce moment-là, il voyait plus dedans parce que vu comment il tremblait, c'était impossible de voir quelque chose et il va trembler pendant quelques tours quand même et au bout d'un petit moment, il va se détacher en pleine ligne droite, je crois et bah, s'envoler, vers de nouvelles aventures, tout simplement. Alors, bon, pendant la course, j'ai été surpris à plusieurs et je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens qui ont regardé la course ont été surpris aussi, de ne pas voir de drapeau noir et orange ce week-end. Aucun. Pour et ce rétro, parce que pour moi, ce rétro, tant qu'il s'était pas détaché, finir la course avec un seul rétro, quand on s'appelle Fernando Alonso, surtout que en plus c'était le rétro de droite, donc vu le sens de rotation du circuit, c'est pas le plus important. Dans les 2 lignes droites, de toute façon, tu vas défendre, tu vas surtout te faire attaquer par la gauche, puisque tu vas te faire attaquer à l'intérieur. Donc honnêtement, c'était le moins pire des 2 à perdre. Et puis, c'est Fernando Alonso. Je doute pas de ses capacités à défendre avec un seul rétro. Ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'inquiétait, on va dire, entre guillemets, c'était la partie de la course où le rétro était pendant, enfin tremblant et pouvait partir à tout moment, parce que ça peut partir dans la tête du gars de derrière, etc. J'ai aussi été surpris de ne pas voir de drapeau noir et orange pour Pérez, qui avait un bout d'aileron qui se baladait, pour Russell, qui avait un bout d'aileron qui se baladait, pour Verstappen, qui avait son. Bah, du coup, je crois que c'est après d'ailleurs le crash. Non, peut-être pas, je sais plus. Je sais plus à quelle occasion c'était, mais en tout cas, qui avait aussi son les espèces de flaps, je sais pas si c'est un nom, je sais pas comment on les appelle. Les flaps qui viennent par-dessus les roues depuis 2022 là, ces espèces de petits stabilisateurs là qu'on a pour gérer un peu le flux d'air autour de la roue. Son flap de gauche, je crois, qui pareil était pété, pendouillé un peu. Tous ces gens-là n'ont pas eu de drapeau noir et orange. Et effectivement, historiquement cette année, un certain Kevin Magnussen chez As, à chaque fois qu'il avait un petit bout qui dépassait, ça lui arrivait au Canada, je crois, ça lui arrivait, je crois encore à Singapour, ça lui arrivait très récemment. Il se prenait drapeau noir et orange. Drapeau noir et orange, pour vous dire, hein, c'est quand la voiture est considérée comme dangereuse, donc qu'il y a un élément qui pendouille ou quelque chose, et qu'il faut rentrer au stand, soit pour abandonner si jamais c'est par exemple un morceau d'aileron arrière. Un aileron arrière, ça se change pas en course, donc ça dégage. Ou rentrer au stand pour changer, si c'est l'aileron avant par exemple, tu rentres, tu changes d'aileron, et puis voilà. T'as 3 tours, je crois, pour t'arrêter une fois qu'on te l'a présenté, le drapeau. C'est un drapeau noir avec un rond orange au milieu. Voilà. Pour ceux qui connaissaient pas le drapeau. Euh, donc c'est un drapeau qu'on a beaucoup vu, surtout pour Magnussen, malheureusement cette année, malheureusement pour lui. Surtout qu'en plus, c'est dommage parce que ces voitures 2022, sans le endplate avant, marchent plutôt bien. En fait, il sert pas à grand chose. Enfin, disons qu'il est beaucoup plus pénalisant de s'arrêter et changer l'aileron que de continuer avec une très très faible perte, voire des fois aucune perte en chrono, tout simplement. Donc c'est très pénalisant de devoir s'arrêter. Le frérot Kevin, il a pris cher cette année avec cette règle. Et là, pendant la course, rien. Ni pour le rétro, ni pour l'aileron de Perez, ni pour l'aileron de Russell, ni pour l'élément aéro de Verstappen. Donc, moi je me dis, bon bah, c'est la FIA, j'ai envie de te dire, j'essaye même plus de comprendre. Un coup ils le font, un coup ils le font pas. Il doit y avoir un commissaire ce week-end qui connaît pas la règle. Bon, tant pis quoi. Et puis, au retournement de situation. À l'arrivée, As
ils ont le seum, ils portent réclamation, ils disent: «Frérot, nous on se prend des drapeaux noir et orange à tout va». Alonso, il finit avec un rétro en moins et il est performant. Enfin, on lui dit rien, il est performant, il remonte et tout. Parce que Alonso quand même, faut en parler derrière, ça remonte P7. Sachant qu'au moment du crash, quand il s'arrête, il est dernier. Alors, il est 17e, je crois, à ce moment-là, oui. Non, oui, c'est ça, 17e, donc le dernier classé à ce moment-là, puisqu'il y avait déjà Stroll, Bottas et Sainz qui étaient au tapis. Mais le gars est dernier. Il remonte 7e. Le frérot, Fernando Alonso, 41 ans, il est inarrêtable. C'est une machine de guerre, ce mec. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus performant avec le temps. C'est incroyable. Je rêverais vraiment de le voir dans une voiture performante. Je pense que ça doit être incroyable. Enfin, ça pourrait être incroyable. Donc, il finit la course, il finit 7e. La voiture, pour la petite histoire, la voiture a été vérifiée et validée en parc fermé à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que les officiels de la FIA, il faut savoir qu'à la fin de chaque course, ils vérifient le poids, ils vérifient s'il y a 1 litre d'essence qu'il faut, etc. pour faire les tests. Ils vérifient toutes les voitures et si elles sont conformes, elles respectent bien le parc fermé, tout ce que tu veux, c'est carré, les voitures sont validées. Ou alors, elles sont disqualifiées. Ils ont validé sa caisse. Genre, ils ont regardé la voiture d'Alonso, ils ont dit, bon, tout va bien. Il manquait un rétro, mais tant pis. Donc, la voiture est validée. Le résultat est donc entériné, normalement. Et As proteste et dit, non, nous, on se fait tout le temps bananer, si je peux utiliser le terme, par cette règle. Et là, on lui dit rien, c'est pas normal. La FIA se dit, ok, on va regarder. Et ils font, effectivement, tu vas prendre 30 secondes. Donc en gros, alors pourquoi 30 secondes? C'était pour en fait lui donner l'équivalent d'une pénalité, enfin de ce qu'il aurait perdu en temps s'il avait pris un drapeau noir et orange et qu'il aurait dû rentrer pour changer le truc. C'est un peu débile de faire comme ça parce qu'un rétro ça se change pas. Donc voilà. Mais ça lui balance donc donc on donne une pénalité basée sur une règle qui est un drapeau qui sert à des voitures dangereuses. Et donc on donne une pénalité à la fin d'une course à une voiture qui a terminé la course, qui a terminé la course en sécurité, qui n'a causé de dommages à personne, qui n'a eu aucun problème, aucune dangerosité dans l'absolu, qui termine la course, et on lui donne à la fin une pénalité pour avoir été dangereuse. Je trouve ça incroyable. Là, la FIA, franchement, chapeau. Alors, je suis d'accord sur le principe que tous ces gens, Alonso, mais aussi tous les autres dont on a parlé, auraient dû avoir un drapeau noir et orange. Techniquement, si on suit la règle et si on suit ce qui a été appliqué, surtout à Magnussen, au cours de la saison, ils auraient dû avoir ce drapeau. Sauf qu'ils ne l'ont pas eu, pour une raison, j'ai envie de dire hashtag FIA, mais ils l'ont pas eu. Et ils se sont dit, bon, vas-y, on va revenir dessus. Bah non, les gars. En fait, juste, pour répondre à la prothèse de As, vous aviez qu'à dire, bah ouais, on est des merdes, on a oublié, désolé. Mais tu peux pas arriver, parce que sinon, alors, donne une pénalité à Russell, donne une pénalité à Perez, donne une pénalité à Verstappen. Bah, et techniquement, si on part de ce principe-là, donc tu donnes 30 secondes à tout le monde. Et à ce moment-là, t'as une victoire d'Hamilton, et alors là, tous les Anglais, ils sont au max. Mais, je veux dire, c'est quand même incroyable pour moi. C'est-à-dire que même quand ils essayent de réparer leur tort, ils le font très très mal, déjà de une, et de deux, ils le font qu'à moitié, puisqu'ils ne parlent que d'Alonso. Alors, la prothèse de As était portée que sur Alonso aussi, pour leur défense à la FIA, même s'il n'y a pas grand-chose à défendre. Mais techniquement, tous les autres dont on a parlé sont aussi dans le même problème. Donc, on ne peut pas, si vous n'avez pas donné la pénalité pendant la course, on ne peut pas la donner après. C'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire, c'est fini. C'est fini, voilà. La FIA qui nous propose une autre dinguerie aussi pendant la course, ça met 5 secondes de pénalité à Gasly pour non-respect des distances de sécurité, enfin des distances, de la distance de 10 voitures maximum à avoir avec la voiture qui vous précède sous régime de safety car. Alors, continuons, allons-y. Donc on donne 5 secondes à notre très cher Gasly pour avoir une fois laissé plus de 10 voitures d'écart. Règle qui est un peu bizarre. Alors, enfin, je la comprends en soi, mais Romain Grosjean remettait en cause cette règle en disant que c'était débile et que de toute façon, peu importe comment tu étais écarté pendant la safety car,
à la fin, tout le monde allait se regrouper forcément pour le start. Je suis assez d'accord sur le principe, même si effectivement, créer d'énormes écarts, sachant qu'une fois que tu es derrière la safety car, tu n'as plus de delta. Tu es censé suivre le gars de devant. Donc si tu te laisses un écart énorme, après tu vas pouvoir bombarder pour le rattraper, et là ça peut être dangereux. Parce que tu vas remonter à balle sur le gars de devant, qui potentiellement est à l'arrêt complet ou à 80 en train de faire des zigzags, et toi t'arrives derrière à 250, ça peut créer des situations quand même très dangereuses. Donc en soi, je comprends la règle, je comprends aussi le point de vue de Romain. Je pense que c'est quand même une bonne règle en soi à conserver, je pense, de cette distance maximum entre deux voitures. Mais faites-la, enfin appliquez-la bien, quoi, les gars. Parce que là, donc, Gasly prend une pénalité, mais Perez à Singapour, alors normalement, si on suit la règle, Perez aurait dû prendre 15 secondes. C'est pas du tout le cas. Voilà. Perez aurait dû prendre 15 secondes de pénalité puisqu'il a enfreint la règle 3 fois. Voilà. Donc, sauf que Perez était vainqueur du Grand Prix, que c'était après la course et que, bah vas-y, on va pas modifier le résultat. Donc en fait, il faut savoir, voilà, si vous êtes demain, si vous êtes pilote de F1, alors, BG à vous déjà. Ça fait plaisir qu'un futur pilote de F1 écoute le podcast. Mais vous savez que votre cas ne sera pas traité de la même manière suivant l'écurie dans laquelle vous êtes, la position dans laquelle vous êtes et l'enjeu qu'il y a autour de votre position d'arrivée. Et aussi quand est traité le problème, c'est-à-dire pendant la course ou après la course. C'est-à-dire que tu finis 17ème et on traite ton cas après, t'es chez Williams, on va dire ouais, fous-lui la pénalité, on s'en bat les couilles. T'es chez Ferrari, Mercedes, Red Bull, t'es dans une grosse équipe, tu joues la gagne, tu joues des trucs qui sont, enfin tu joues des positions qui sont très importantes, tu gagnes la course. Ah bah putain, je sais pas quoi faire, je vais pas lui donner de pénalité. Bah si mon gars, on s'en fout en fait de qui est devant. On s'en fout qu'il ait gagné, qu'il soit 3ème, qu'il soit 5ème, qu'il soit 10ème, qu'il soit dernier. Il prend la même pénalité. Que tu t'appelles Sergio Pérez chez Red Bull, vainqueur du Grand Prix, ou que tu sois Pierre Gasly, qui était à ce moment-là, je crois, vers le midfield, dans le top 10, quoi. Donc Gasly finit 13ème au final, parce que ça prend un stop and go après. Enfin, j'ai pas compris. Parce qu'ils ont pas respecté la pénalité, je crois. Enfin, je crois qu'AlphaTauri a foiré au stand la pénalité. Ils ont dû toucher la voiture avant. Donc, du coup, bah, ça a tout foiré. Ça prend un stop and go derrière. Enfin, bref, c'est catastrophique. Alonso, avec toutes ses conneries, avec ses 30 secondes de pénalité données après course, il finit 15ème, ce qui permet à Vettel, Magnussen, Tsunoda et Ocon, surtout à Ocon de rentrer dans les points. C'est assez cocasse en voyant la différence de performance entre les deux équipiers pendant tout le week-end. Mais ça permet surtout à Vettel d'être 7ème, alors il était 8ème à l'arrivée. Vettel qui fait une course de folie. Il a mené des tours. Ça, c'est juste incroyable. Ça faisait plaisir. Il a complété 3500 tours, du coup, en tête d'un Grand Prix. Incroyable. Le boss, il fait ça à bord d'une Aston, d'une poubelle, littéralement. Une poubelle verte pour le recyclage. Donc ouais, il finit 7ème. Après une course incroyable, honnêtement. Très bonne stratégie dès le début. Ça s'arrête. Alors, ça perd pas mal de place au moment de l'arrêt, forcément. Parce qu'il a étendu son relais énormément, ce qui lui a permis de se retrouver en tête. Et il s'est arrêté juste après s'être fait doubler par Hamilton. Alors, à l'arrêt au stand, ils lui ont éclaté son arrêt. Et là, tu vois la différence. Alors, ça joue pas les mêmes positions, mais tu vois la différence entre un Vettel et un Verstappen, qui pourtant, Verstappen n'a plus rien à gagner cette année. Et on pourrait argumenter que Vettel a envie de faire de belles courses avant de partir. Mais réaction très différente de quelqu'un d'un petit peu plus mature, un petit peu plus calme, je pense, que Verstappen. Vettel qui ne dit rien à la radio au moment de l'arrêt. Alors, il y a peut-être une remarque, mais si elle n'a pas été diffusée, c'est qu'elle n'était pas très spicy. Et à l'arrivée, il dit rien, c'est mécano, enfin, il fait aucun reproche, même son ingénieur s'excuse pour l'arrêt au stand. Deux réactions différentes, voilà. Vettel remonte quand même, il arrive à doubler Magnussen dans l'avant-dernier virage, incroyable. J'y croyais pas, je me suis dit, ils vont se foutre en l'air les deux, parce que Magnussen, il est un peu fou, le frérot. Et quand je l'ai vu en plus à l'extérieur, dans le triple droite là, je l'ai vu perdre la voiture, Vettel, je me suis dit, oh putain, ça va finir, c'est fini. Au final, non, ça se passe très bien. Il passe, incroyable. Belle paire de Tsunoda aussi, un petit peu, un peu à l'aveugle. Personne trop l'a capté, le frérot, mais en tout cas, ça rentre dans les points. Avec l'effet de course et tout, mais ça rentre dans les points. Albon qui finit pas très loin des points aussi, après une belle qualif déjà. 12ème, c'est pas mal. Schumacher, alors, Mick, là on va
On va conclure un peu là-dessus et je pense après on parlera de Ricardo. Belle perf, hein, sinon de Norris, 6e, Magnussen forcément 8e, qui profite d'une excellente stratégie, on va en parler quand on parle de Schumacher. Derrière Ricardo, bon bah c'est garé, on va en parler aussi. Bon Latifi, bon bah il est dernier quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur Latifi, si ce n'est que bah, le boss quoi, Gotifi, plus que 2 courses, 3 courses avec lui? 3 courses? Non? Si 3 courses. Plus que 3 courses avec notre Gotifi national, je suis un peu déçu. Je suis presque triste. En tout cas, il va nous manquer. Il va nous manquer le con. Alors, Mick Schumacher. Mick Schumacher, pour parler plus large que la course, que juste pour la course, qui se fait éclater, qui se fait tirer dessus à balles réelles par Steiner et Gene Haas dans les médias, qui disent oui de toute façon marque des points et on verra, mais tu coûtes beaucoup trop cher, t'es une merde. En gros. Alors, je sais pas s'ils ont les yeux en face des trous chez Haas, mais déjà tous les week-ends il foire sa stratégie et y compris ici. Hein, c'est de base Schumacher est devant Magnussen dans la course, ça éclate. Ils ont foiré sa stratégie dans bien comme il faut. À côté de ça, ils font une masterclass pour Magnussen. Magnussen passe devant, marque des points, et Magnussen passe pour le héros. J'ai rien contre Magnussen, il est très performant, il n'y a pas de problème. Son retour en F1 est incroyable. Il a donné un vent de fraîcheur chez Haas et tout. Pas de problème. Magnussen, il n'y a pas de problème. Mais depuis la fin du premier tiers de la saison, depuis l'Autriche, on va dire, Mick est plus performant. Je suis désolé, si tu regardes les résultats, il est très très souvent devant. Même si c'est pas dans les points, c'est devant. À un moment, la Haas, quand tu développes ta voiture à une fois, en fait, tu apportes un élément sur toute l'année. Je suis désolé, oui, ta voiture marquait des points en début d'année, bah, elle en marque plus à la fin. Je veux dire, à un moment, tout le monde développe à fond, enfin, dans les limites du budget, et toi, non. Alors, il y a un moment où As, l'année prochaine, ils ont leur sponsor titre, je sais plus ce que c'est MoneyGram ou je sais pas quoi, je ne connais pas du tout. Ça va atteindre le budget plafond. Maintenant, ça n'a plus d'excuses. Si ça te sort des bouses qui n'évoluent pas, enfin des bouses, c'était pas une bouse la voiture de cette année, mais des voitures qui n'évoluent pas toute la saison, l'année prochaine, on peut leur péter les genoux parce que il y a un moment où il faut, enfin c'est juste pas normal d'être à ce niveau-là et de pas performer, de pas performer en termes de développement. Surtout que l'année prochaine, comme j'ai dit, ils auront plus d'excuses. Donc ça, première chose. Deuxième chose, ça foire tous les résultats de Mick. Ça a une voiture qui est pas performante et ça dit ouais, faut que tu ailles marquer des points. Et là, je suis sûr qu'ils vont utiliser cette excuse en disant, avec des faits de course incroyables et une stratégie de fou, en disant ouais, bah tu vois, Magnussen il l'a fait donc pourquoi pas toi. Et les gars, mais vous avez compris que en fait, genre, c'est débile la façon dont ils traitent le problème de Schumacher. Alors oui, on est d'accord, il a fait plein d'erreurs, il l'a mise dans le mur un paquet de fois et il a coûté de l'argent. Mais de dire qu'il est pas performant, ça c'est faux. Il est plus performant que Magnussen et ça depuis 2 tiers de la saison. Enfin, depuis les 2 derniers tiers de saison, il est plus performant. Donc il y a un moment, moi ça m'énerve ce gros trash talk où juste t'as l'impression qu'ils le détestent. Genre ils ont un truc contre lui et il faut absolument le détruire pour après le virer. Je suis en mode, vu comment vous parlez de lui, je ne comprends pas que vous ayez pas déjà dit on le re-signe pas l'année prochaine. Parce que honnêtement, moi à la place de Schumacher, tu parles comme ça de moi, mais c'est bon, au bout d'un moment, alors certes, il a envie d'être en F1 le frérot, mais c'est bon, arrête de me détruire en place publique. Si tu me détestes autant et que si tu trouves que je te coûte trop d'argent, ceci, cela, vire-moi. Et puis on n'en parle plus. Enfin, à un moment, j'ai l'impression qu'ils sont en, en guerre contre Schumacher. C'est dommage. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. C'était mon avis. Voilà, sur Mick Schumacher et la situation un peu chez As, qui rejoint en fait le résultat de ce Grand Prix aussi, je trouve. En ce qui concerne Ricardo, je voulais juste toucher un petit peu là-dessus pour conclure et après on se donnera rendez-vous pour la semaine prochaine. Daniel Ricciardo qui, sur le marché des transferts, n'est pas intéressé clairement. Parce qu'on parlait de Haas juste avant. Ça fait pas mal de coups des petits appels du pied du côté de chez Haas en disant oui, Ricciardo, s'il veut venir, la porte est ouverte. Demain Ricciardo appelle Haas et dit je viens.
Il a le tapis rouge déroulé dans la demi-heure. Il a pas envie d'y aller parce que Ricardo, j'ai l'impression, et c'est un peu l'impression qu'il donne en interview, et cetera, qu'il se dit, il a pas envie de se rabaisser à un team, de bas de tableau, enfin de fond de grille, où il se dit: «Je préfère passer 1 an sur les sidelines, en 3e pilote chez Mercedes, pour revenir dans une grosse équipe après». Sauf que Ricardo, je pense qu'il ne Ricardo et son entourage, enfin son management, et cetera, je pense qu'ils ne vivent pas sur la même planète, clairement, que le reste du paddock et que le reste du monde, et se surestiment, mais à un niveau. En fait, j'ai l'impression que Ricardo, dans sa tête, il a encore une cote de fou furieux, heu, auprès de des teams comme Ferrari, Mercedes, Red Bull, et cetera. Sauf que, de une, bah, comme, disait très bien, Brice Germain, je crois, dans les pistonnés, de une, quand Red Bull a eu le choix de prendre un nouveau pilote, bah, ils sont pas revenus dans le passé, ils sont allés chercher Pérez. Quand, Ferrari a eu besoin d'un deuxième pilote, enfin d'un nouveau pilote, ils ont pris Sainz, qui était un très bon choix. Et pareil pour Pérez. Quand Mercedes a eu besoin d'un nouveau pilote, ils ont fait fonctionner l'académie. Donc en fait, il y a déjà eu 3 opportunités où à un moment tu aurais pu aller, potentiellement dans ces 3 équipes-là, et ils t'ont pas pris. Et c'était avant, les terribles saisons, enfin surtout cette saison-là, parce que l'année dernière ça allait encore à peu près, même si c'était pas fou par rapport à Norris. Il y avait au moins la victoire qui faisait un peu effet, quoi. Là, après la saison que t'as fait, déjà qu'avant t'avais pas la cote, mais là c'est fini. C'est-à-dire que même des teams de midfield, effectivement, Alpine, on en a beaucoup parlé cette année, même Alpine, quand ils étaient dans une sauce absolue, ne se sont pas tournés vers Ricardo en disant: «Bon bah écoute, on a déjà fait, il est venu, il a décidé de se barrer, tant pis pour lui. En plus maintenant il est plus performant, donc» et ils sont allés chercher un Pierre Gasly qui est 50 000 fois un meilleur choix que Ricardo. Donc aujourd'hui, à la place de Ricardo, soit tu arrêtes la F1, mais en plus il veut pas faire d'IndyCar, il veut pas faire de NASCAR, enfin il veut rien faire. Soit tu arrêtes le sport auto en général, si tu as envie de rien faire d'autre que de la F1, mais faut arrêter de se voiler la face. Actuellement, ton seul spot, c'est As. Et là, même si demain toutes les équipes ont un baquet de dispo, je pense que personne ne lui donne. Je suis désolé, mais les 3 autres teams, c'est mort. Enfin, McLaren, c'est mort. Alpine, on l'a bien vu, ils avaient un baquet de dispo, c'est mort. Aston, je vois pas pourquoi. Il y en a un qui est pris et l'autre, il vient d'arriver. Enfin, il y a un baquet qui est verrouillé, on va dire. Le baquet, fils. Donc je vois pas comment, et je vois pas, enfin, ou alors il y a quelque chose, il y a un élément du marché des transferts, 2024 qu'on ne perçoit pas, depuis notre pauvre œil d'observateur. Mais Ricardo, pour moi, il se voile la face, et alors tant mieux, enfin, très bien pour lui s'il veut passer une saison, chez Mercedes en 2e pilote, enfin en 3e pilote, il fera du simulateur, il développera la voiture. Ce sera un très bon call pour Mercedes, qui cherche en plus à remplacer, Nyck de Vries, du coup, en 3e pilote, puisqu'il part, chez AlphaTauri. Donc en soi, ça serait un très bon call pour Mercedes, ça les mettrait très bien. Par contre, pour Ricardo, je pense que c'est pas la bonne opération. S'il s'y plaît, tant mieux pour lui, mais pour moi qui n'imagine pas revenir l'année prochaine, et d'autant plus dans un top team. Enfin, ou un bon team, on va dire, de la première moitié de tableau, en 2024. Pour moi, c'est impossible. Déjà, il n'y a aucun contrat dans les top teams, je crois, qui finit en 2024. Ou alors, je me trompe, enfin, il doit peut-être y en avoir, mais ça sera re-signé sous. Il y a très peu de chances que ce soit pas signé. Donc, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je doute très fortement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que tout le monde est un petit peu d'accord sur la situation de Ricardo. Encore une fois, c'est dommage de voir, Ricardo finir comme ça, sa carrière, c'est triste. Pour moi, c'est une fin de carrière, je vois pas comment il peut revenir, honnêtement. Heu, J'espère qu'il me donnera tort à l'avenir, parce que c'est un super personnage, mais à un moment, en fait, on peut plus se reposer vraiment sur le fait de se dire: «Ah bah, il est cool, il sourit, quoi». Il y a un moment, il faut être performant, et ça fait 4 ans qu'il est plus performant. Chez Renault, il était pas non plus, c'était mieux, mais c'était pas dingue. L'année dernière, il y a une win, mais c'est tout. Sinon, le reste de l'année, il était garé par rapport à Norris, moins que cette année, mais voilà. Et cette année, frérot, il est garé, mais frein à main, warning, il est parti chercher une baguette, quoi. Il y a vraiment, il y a plus rien, il y a plus rien. Donc c'est dur, de le voir comme ça, mais malheureusement, c'est la vie, et c'est cool qu'il fasse de la place, même si c'est contre son gré.
pour des jeunes pilotes, comme, Piastri je suis assez excité de voir Piastri, ce que ça va donner avec Norris. C'était mon petit avis, voilà, sur le transfert, sur certains pilotes. Pour, conclure ce podcast, encore une fois, on se quitte sur une bonne masterclass de la FIA, hein, pour résumer. En gros, j'en ai même pas parlé, mais Red Bull champion, hein, voilà. Red Bull champion, constructeur, bon, bah, c'est pas une grosse surprise. Voilà, bien joué à eux. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau championnat. En tout cas, c'était super cool de faire ce petit débrief. J'espère que vous avez kiffé. Il est peut-être un peu plus long que d'habitude. On verra. Je sais pas, j'essaye de me caler encore sur les formats. Peut-être que vous préférez un peu plus long, un peu plus court, je sais pas. Faudrait peut-être synthétiser, j'en sais rien. Sachez une chose, petite annonce avant de se quitter. Je prévois sûrement avec un pote à moi qui regarde aussi beaucoup la F1, etc. De faire un podcast un peu différent en face cam, enfin avec un plan de caméra, etc. Un truc un peu plus chill, posé potentiellement petit canapé et tout, ambiance, où on débrief à la fin de la saison, toute la saison, sur un podcast, sur un format un peu plus long, 1h30, pourquoi pas, 1h30, où on débriefe toute la saison, on parle de chaque pilote, un par un, chaque équipe, pour donner un petit avis, petite analyse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être cool, je pense, de faire ça. Et sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix du Mexique. Salut à tous, ciao ciao.